Donc le thème de ce débat de ce soir, c'est la gare, valeur verte. Alors c'est assez original parce que on a souvent parlé du train comme valeur verte, comme moyen de transport durable, et pas souvent de la gare. Donc je pense que c'est intéressant de rentrer dans ce débat. Moi, je dirais que la gare, c'est un bâtiment particulier puisqu'il concentre en lui tout seul beaucoup de fonctions très denses. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une valeur durable évidente. La gare, on le sait bien, c'est un point de connexion entre un réseau et un territoire. Et ce qui peut être vert, c'est soit le point, c'est-à-dire la gare, soit la fonction de connexion elle-même. Et je pense que le débat est assez différent, d'ailleurs, sur la manière de faire l'un et l'autre. L'enjeu en termes de développement durable, c'est bien d'avoir un territoire qui continue à être adhérent au réseau et donc à veiller, notamment pour les trains quotidiens, à ce que le développement de nos villes, de nos territoires, soit, si possible, concordant avec le réseau, ce qui, on le sait bien, en fait, sur les 5 dernières décennies, a été globalement l'inverse. L'urbanisation autour des gares, c'est quelque chose qui a été pensé dans des dimensions très variées, de granulométrie, d'adhérence, de densité aussi. Pour la desserte ferroviaire périurbaine, on se retrouve souvent en France, non pas avec des problèmes de densité, mais avec des problèmes de taille des urbanisations autour des gares. Et ça, c'est un effet d'une politique de planification. C'est-à-dire qu'en fait, en Allemagne, c'est pas tombé du ciel, c'est pas qu'un hasard, mais ça fait 50 ans qu'ils ont concentré le développement économique, résidentiel, etc., près des gares. Donc au bout d'un moment, ils en ont un bénéfice pour le réseau. Il ne vous a pas échappé que les gares en France, en gros, c'est 100 millions d'euros de dépenses énergétiques par an, essentiellement d'électricité. On pourrait dire que ce n'est pas énorme. Oui, ce n'est pas énorme, sauf que probablement dans les 12 ans qui viennent, la facture va doubler. Il est clair que la question de la résilience des gares face aux aléas climatiques, et je pense notamment face aux canicules, est un vrai problème pour l'avenir, parce que les gares ont une caractéristique, c'est des bulles de chaleur. Et donc, comme il y a beaucoup de béton, de cailloux, de rails, que des choses qui ont une inertie thermique considérable, ça va poser des problèmes considérables dans les années qui viennent. Nous avons simulé dans un travail sur l'adaptation au changement climatique une canicule à Paris, 38 degrés entre le 15 juin et le 31 juillet. C'est intenable. Et nous n'avons pas d'autre solution que d'arrêter le trafic et de fermer les gares. C'est la méthode américaine shutdown. Chacun reste chez soi et on attend que la température baisse. Alors la végétalisation et le développement des toitures vertes, etc., ça sert de régulateur thermique lorsqu'on aura des canicules prolongées qui sont à peu près certaines dans 20 ans. Comment on accélère l'innovation ? C'est facile sur les gares qui sortent de terre ex nihilo, c'est moins facile quand il s'agit de faire du rétrofit sur les bâtiments ou en tout cas de les doper du point de vue de leur résilience climatique ou du point de vue de leur autoproduction énergétique. Comment on génère des gares sensorielles sobres, c'est-à-dire des gares qui s'autorégulent quant à leur consommation énergétique. C'est-à-dire qu'on est capable finalement d'analyser les besoins réels fonctionnels de la gare et que les délestages, les activations des fonctions se font en fonction de capteurs et d'algorithmes intelligents pour gérer la gare. Donc une gare qui est capable de stocker l'énergie de freinage des trains qui arrivent dans la gare et de la restituer, soit dans son périmètre d'activité propre, soit à une échelle plus large qui pourrait être celle du quartier. Donc ça pose la question de l'implémentation des productions locales d'énergie dans la gare. C'est du photovoltaïque, c'est de la géothermie moyenne ou peu profonde, c'est du micro-éolien, enfin il y a toutes sortes de choses possibles. Ça peut avoir du sens dans une logique de smart grid et de smart cities, de faire de la gare un hub énergétique véritable. Le troisième point, c'est la plupart des grandes métropoles commencent à avoir des usines de méthanisation des ordures et recyclage énergétique finalement des déchets. Les gares concentrent un certain nombre de déchets qui pourraient effectivement être valorisés. Et puis bien évidemment, derrière, il y a les sujets liés aux 2 points précédents de monitoring et de management local de l'énergie. Les gares, c'est un concentré d'énergie perdue par la chaleur et aussi par les surfaces qui souvent sont importantes, les surfaces des halls, les halls de gare, les hangars, etc., qui peuvent être demain truffés de technologies peu coûteuses, car le PV baisse beaucoup et la parité électricité solaire, réseau, d'ici quelques années sera atteinte. Donc les gares devront avoir des infrastructures bâties qui seront contributives, c'est-à-dire qui seront productrices, et qui devront interagir, bien sûr, avec les bâtiments qui seront alentours. On a des bâtiments à énergie positive qui produisent plus d'énergie positive, enfin plus d'énergie renouvelable qu'ils n'en consomment sur un an, notamment à Meudon, en région parisienne. Donc on se dit, les gares, pourquoi pas? Parce que les gares, il y a beaucoup de surface et il y a beaucoup de possibilités de récupérer l'énergie, de la stocker dans les véhicules électriques notamment, et de mettre en place autour de la gare et avec la gare
des systèmes de microgrid et de smart grid qui vont interagir avec les bâtiments alentours. Ce qui pose problème, ce n'est pas la technologie, c'est des lobbies énergétiques, c'est des incompréhensions d'élus sur le fonctionnement de cet écosystème. Revendre de l'énergie en boucle locale aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est pas possible, alors que ça changerait beaucoup de choses au financement de tout ça, au modèle économique. Ce qui est un peu détestable, c'est qu'on ne soit incapable encore de pouvoir faire des démonstrateurs pour montrer que ces modèles-là sont des modèles qui sont viables. Je pense qu'il y a des dimensions vertes de la gare. La première, c'est le hub vert, par la concentration des flux et la concentration d'énergie et la concentration des moyens qui vont permettre technologiquement d'optimiser la consommation énergétique sur ces sites. Le deuxième caractère derrière la gare verte, c'est les mobilités vertes, c'est-à-dire de la démobilité à la mobilité intelligente ou, pour prendre un vocabulaire SNCF, l'écomobilité. C'est ça qui est derrière la gare verte. Si l'herbe est souvent présentée comme plus verte ailleurs, ce qui nous a été rappelé, c'est que, en célébrant que la SNCF, c'est possible en vert maintenant, c'est qu'on arrive à faire des choses. Et je pense que les débats et les présentations en ont largement témoigné.